Bonjour à tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Stéphane Wimez. Alors j'espère que je le dis bien. Bonjour Oui, Stéphane. tout à fait. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors sur une petite chaîne YouTube comme ça, amateur, alors comme j'ai déjà dit, moi c'est pas professionnel, hein, c'est vraiment une chaîne pour témoigner mon enthousiasme sur les véhicules électriques en général. Alors évidemment, il y a Tesla en particulier, mais le véhicule électrique en général. Et puis j'ai eu l'opportunité de vous contacter pour, comme je suis curieux de nature, d'en savoir plus sur le rétrofit, parce que ça peut toucher beaucoup de voitures. Donc je vous laisse vous présenter, dire d'où vous venez, puis on parlera un peu du rétrofit plus tard. Non, mais je vous remercie de m'avoir appelé, Pierre. Nous, on est des passionnés, donc entre passionnés, il est normal qu'on communique, c'est quand même la moindre des choses. C'est Alors moi, très j'ai gentil. la chance je dirais, de diriger le Méral Club de Cassis. Donc c'est une entreprise du sud de la France. On est près de Marseille, à Cassis, dans un petit coin de paradis. On emploie aujourd'hui 70 personnes. Et on est connu pour, au départ, la partie pièces détachées, puisqu'on refabrique les pièces détachées de 2 chevaux et de Méhari. C'est comme ça que l'entreprise est née il y a 40 ans. Hein. On fête nos 40 ans cette année. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on a pu récupérer les outils du constructeur Citroën. Donc, on est aujourd'hui la seule entreprise qui peut refabriquer les pièces détachées d'origine de ces deux produits. On en fait 25% chez nous, parce qu'on a des ateliers de sellerie, de ferronnerie. D'ailleurs, sur tous ces savoir-faire qu'on a réussi à faire perdurer, on est labellisé, on est la belle entreprise du patrimoine vivant. Donc, c'est une entreprise qui est très riche parce qu'on fait à la fois du très traditionnel, des métiers manuels, on a des tauliers, des carrossiers, donc on a toujours une activité de garage. Hein, on continue à restaurer des 2 chevaux et des Méhari. Donc ça, c'était l'activité qui était la nôtre depuis près de 40 ans. Et puis, il y a quelques années, moi, j'ai eu l'occasion de la reprendre, parce que c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je suis que j'ai repris le témoin, et on s'est lancé dans la partie électrique. Donc, il y a une première étape qui a été d'abord de créer une filiale où on est constructeur automobile, parce que quand vous faites de la fabrication, de la construction, vous devez obéir quand même à un certain nombre de règles, hein, sur des process internes, des choses comme ça. On peut pas le faire n'importe où et n'importe comment. Et donc, on a fait un premier projet, c'est qu'on a électrifié la Méhari. Mhm. C'est un produit qu'on appelle Eden. Et là, c'était pas du rétrofit, c'était un peu cet esprit-là, mais c'était une réhomologation complète en L7E, un quadricycle lourd, un peu comme un Renault Twizy, par exemple. Et l'idée, c'était vraiment, on approchait des 50 ans de la Méhari et c'était de lui donner une vision pour les 50 prochaines années. Et donc, on a travaillé avec nos moyens. Donc, on voulait récupérer le plus possible des pièces détachées de la Méhari traditionnelle. Et on est parvenu à intégrer une chaîne de traction électrique dans une Méhari. Et c'est un super produit parce que ça s'y prête extrêmement bien. Eh C'est une oui. voiture de bord de mer. On circule à basse vitesse. Il n'y a pas des enjeux d'autonomie énormes. Donc, c'était vraiment un premier coup. On en fabrique aujourd'hui maintenant. C'est pas un produit mature, parce que ce serait présomptueux de dire ça, mais c'est un produit qui est apprécié de ses clients. Il est toujours encore fabriqué artisanalement chez nous. On en fabrique 40 à 50 par an. D'accord. On aimerait en faire plus, mais dans le contexte actuel, on est déjà content quand on arrive à en faire 3-4 par mois, parce que c'est toujours. Vous imaginez ce que vivent les constructeurs. Donc nous, avec nos moyens, c'est Oui. tout aussi compliqué. Et donc voilà, on a à peu près on a 120 voitures en circulation donc depuis son lancement en 2017. Et donc ça, c'était notre premier pas dans l'électrique et on va dire, dans la mobilité électrique vintage. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a une partie patrimoine. Surtout, c'est un patrimoine très fort parce qu'on parle de 2 Oui, chevaux, c'est comme une emblème, incroyable, pas qu'en France d'ailleurs, de du patrimoine automobile français. Bon, moi, je peux pas me plaindre parce qu'à Mulhouse, on a quand même un musée qui est plutôt sympathique, hein, le oui, musée de l'automobile, et donc ça parle à tous, déjà, c'est sûr. La 2 chevaux, ça parle à tous. Donc vous préservez les 2 chevaux actuels, donc c'est déjà, puisque Citroën ne le fait plus, si j'ai bien compris. De toute façon, c'est bon. vous qui avez les outils pour le faire, donc ça permet aux gens de garder leurs 2 chevaux, s'ils veulent la garder en thermique, et puis s'ils veulent ensuite continuer la transformer en électrique, ils peuvent. Donc non, moi je trouve ça vraiment remarquable. 70 employés quand même, ça montre quand même l'étendue de l'activité de l'entreprise. Alors ce que je propose, c'est que je mette en vidéo, enfin que je partage une vidéo que vous m'avez gentiment envoyée, où vous pouvez commenter. Vraiment, je pense qu'on voit aussi, je mettrai peut-être pause à certains endroits, l'atelier, comment ça fonctionne.
Ouais, Et puis, on pourra peut-être rentrer un peu plus en détail sur le rétrofit lui-même, c'est-à-dire le pack batterie, etc., etc. Donc, je vais envoyer, voilà, la vidéo, et puis je ferai des petites pauses quand j'aurai quelque chose ouais, vraiment de plus effectivement, on intéressant. voit au départ une deux chevaux qui est en tout point identique à une deux Ouais. chevaux traditionnelle. Et donc, une fois qu'on a eu fait la Méhari, on s'est très vite penché sur la deux chevaux. Et c'est là où on a regardé autour de nous et on s'est aperçu en Angleterre, aux États-Unis, qu'il y avait déjà de longue date de la conversion en électrique, hein, puisque le rétrofit, hein, c'est la conversion d'un véhicule thermique en électrique. Donc le règlement français, lui, ce qu'il autorise, c'est de l'électrique à batterie ou de l'électrique à pile à combustible, hein, parce que pour des véhicules Mhm. lourds, D'accord. probablement vers la pile à combustible qu'on se retournera. Et donc l'éventail est très large. Nous, on est sur cette niche du vintage, hein, dont on va parler, Mhm. mais on a au sein d'une association, on est tous réunis, qui a participé à la création de cet arrêté, qui est l'association R. On a des gens qui font du deux roues, on a des gens qui font des VP, des VU, des poids lourds, des bus. Donc il y a vraiment un éventail d'applications très large. Et c'est vraiment une solution de décarbonation du parc qui est très opérationnelle, hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 40 millions de voitures en parc. Si on n'utilise que le véhicule neuf, il va falloir plus de 20 ans pour le décarboner. Le rétrofit, c'est vraiment une solution complémentaire pour les enjeux de décarbonation du parc. Donc nous, on le met dans ce qui est notre savoir-faire et notre secteur d'activité, c'est le vintage. Donc on a démarré avec la deux chevaux. La deux chevaux, alors vous parliez de symbole, c'est un symbole de la production automobile française, c'est un symbole de la France, au même titre que la baguette et le béret. Elle a gardé cet aspect symbolique puisque c'est le premier kit qui a été homologué en France pour le rétrofit. Donc il y avait ce symbole-là qui jouait. Donc là, on vient de voir quelques images. Ouais. Donc vous l'avez vu, l'idée c'est de conserver l'aspect extérieur de l'auto et de faire un kit qui soit à la fois le moins intrusif possible et qui, quelque part, techniquement, pourrait presque être réversible. Parce que l'idée, nous, ce qu'on veut, c'est préserver le plus possible l'auto d'origine. Et donc, on a retiré le moteur, donc à l'avant, on a Ouais. retiré le moteur thermique et on est venu positionner un moteur électrique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un berceau qui vient se fixer sur le support moteur d'origine et on a D'accord. fait une pièce, on va dire, de connexion qui permet de raccorder le moteur électrique à la boîte de vitesse d'origine. Et là, à l'arrière, on voit l'opération. Ils viennent positionner le pack batterie à l'arrière du véhicule. Et vous voyez, si vous regardez l'aile arrière droite de la voiture, vous voyez, il n'y a plus la goulotte d'essence parce qu'évidemment, on a démonté tout le circuit d'essence, les échappements. Et dans le trou qui apparaît sur l'aile arrière droite de la voiture, on viendra mettre la prise de recharge. On reprend exactement là où il y avait auparavant la goulotte de carburant, bah, on a la prise de recharge qui vient se mettre. Donc là, ils vont installer le pack Ouais. batterie dans le coffre arrière. Donc, dans l'opération, on perd évidemment un peu en autonomie de coffre, de chargement, pardon. Mhm. Mais voilà, on se retrouve avec un véhicule qui garde son aspect extérieur et qui va devenir zéro émission entièrement électrique. Alors, ce qui est Euh, intéressant, moi, je trouve, ouais, je me permets de vous couper, c'est ok. que généralement, une voiture électrique, les nouvelles en tout cas, déjà, il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc, d'ailleurs, c'est ce que moi j'apprécie d'ailleurs parce que voilà, sur ma Tesla, bah, il n'y a plus de boîte de vitesse. Mais je vois tout à fait l'intérêt qu'on a un véhicule comme ça de collection, de toujours avoir le plaisir d'avoir la boîte de vitesse. D'ailleurs, je me demande comment ça fonctionne. Comment vous changez de vitesse avec vous vous débrayez, on fait comme un véhicule thermique? Comment ça Oui, se tout à passe? fait. En fait, alors d'abord, il y a un côté symbolique dans la deux chevaux parce que vous Ouais. savez, il y a cette canne. Si vous Ben oui. enlevez la canne, vous perdez quand même un élément essentiel de la voiture parce que les gens ont tous ce souvenir de l'avoir eu en main. Et donc, en gros, très concrètement, hein, parce qu'il y a allez, on va dire 3-4 minutes de mise en main, mais pas beaucoup plus. D'accord. Vous êtes assis au volant à l'arrêt, vous enclenchez le contact et en fait, il suffit de tirer pour passer en troisième parce qu'on roule quasiment tout le temps en troisième parce qu'il y a tellement de couples en fait que vous Eh êtes. oui. Il n'y a pas beaucoup d'opérations à faire sur la boîte de vitesse, hein. On est très proche du fonctionnement d'une boîte automatique puisque D'accord. vous tirez la troisième, vous démarrez. Au feu rouge, bien entendu, vous ne débrayez pas, vous ne passez pas au point mort puisque le moteur, par définition, ne peut pas caler. Et donc, vous êtes tout le temps en troisième. Et l'intérêt de la boîte sur des véhicules à faible puissance comme ça, c'est vous êtes à 4 dans le véhicule, il y a une montée un peu forte, vous Ouais. pouvez passer la seconde. Et donc, pour changer de rapport, on débraye, on lâche évidemment l'accélérateur, comme sur un véhicule thermique, on débraye, on met le second rapport, on relâche l'embrayage et Ouais. on réutilise l'accélérateur. D'accord.
La seule chose qu'il faut perdre comme habitude, et ce qu'on explique aux clients quand ils partent entre guillemets, de zéro, de la Ben oui, position arrêt, ça sert à rien de faire patiner l'embrayage. Puisque de toute eh oui. façon, là, comme il y a plus, on ne peut plus caler, voilà, il faut mettre la vitesse et après on accélère. Donc, la seule chose qu'on explique aux clients, c'est de dire, voilà, vous n'avez pas à faire patiner, parce que là, pour le coup, comme il y a beaucoup de couples, l'embrayage, Il souffre, remarquez, à forcément. l'odeur, vous le sentez tout de suite, il ne faut pas le faire. Oui, Mais non, le fonctionnement est très simple. En fait, on se sert concrètement de l'embrayage pour passer la marche arrière, mais exactement. sinon, vous êtes toujours en troisième. Et donc, en théorie, voilà, on reste toujours en troisième, on démarre et puis on part en troisième. C'est comme dans les cas particuliers, donc on a la marche arrière aussi. Donc non, Et ce c'est, qui fonctionne très bien, je complète mon propos, c'est que du coup, on s'est dit, on va retrouver, c'est une voiture qui retrouve plutôt un aspect urbain. oui, euh, et donc, du coup, on s'est dit, mais dans des villes comme Paris, où à 30 km/h, dans un véhicule moderne, c'est quand même pas loin d'être une torture quand même, parce qu'il n'y a aucun son, aucun bruit, vous avez vraiment l'impression d'être arrêté. Et on s'est dit, tiens, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu, on a eu des premiers clients en trajet domicile-travail pour faire 10 km ou 15 km. Il dit, mais c'est génial parce que j'ai moins de frustration à rouler pas vite, je profite de mon environnement, j'éclaire le visage des passants parce qu'il va passer une deux chevaux, ça arrache toujours un sourire. Et en fait, les premiers essais qu'on a fait, vous êtes toujours en troisième, au feu rouge, quand vous réaccélérez, vous êtes complètement dans le flux de circulation. Vous n'avez pas des gens qui vous klaxonnent derrière. Et donc, exactement. à l'usage, c'est vraiment très, très agréable. Surtout, voilà, des véhicules comme ça où, c'est vraiment pour se balader ou même aller au travail effectivement. En Méhari, on voit encore plus l'intérêt puisque là, on est au grand air donc, on va pas rouler à 130 sur l'autoroute, c'est clair. Hem, alors au niveau si on rentre un peu dans la technique, quand on avait discuté un peu avant l'émission, bon, vous pouvez pas évidemment avoir des performances ou une puissance qui soit supérieure au moteur d'origine. Donc comment vous gérez ça? C'est le mo Vous définissez, vous avez choisi un moteur électrique qui correspond à la puissance demandée ou vous régulez la puissance de la batterie? Alors, en gros, on fait les deux, mais il y a deux choses. Effectivement, on prend un moteur qui est comment dirais-je, adapté à ces niveaux de puissance-là, puisqu'on doit être Mmh. entre 65 et 100% de la puissance d'origine. Ce qui est D'accord. très logique d'ailleurs, hein, parce que si vous voulez faire quelque chose entre guillemets de fiable et de robuste, si vous mettez plus de puissance dans le véhicule, il faudrait revoir les Les freins, le freins, châssis, les suspensions, parce que le rythme de conduite serait plus le même. Ensuite, donc on a pris un moteur qui en fait au départ des moteurs qui équipent des motos, hein. C'est un moteur que vous retrouvez chez une marque de moto zéro émission américaine. d'accord. Euh, vous les retrouvez en karting. Donc là, on a un moteur en plus refroidi par air, parce qu'une 2 chevaux, c'est refroidi par air, il n'y a pas de refroidissement liquide. Eh oui. Donc on a un moteur refroidissement par air. Et ensuite, il y a, vous savez, l'avantage du véhicule électrique, c'est que pour le réglage, vous branchez le PC et en gros, la courbe de couple, la cartographie moteur, vous la programmez à dessin. Et Mmh. donc, ce qu'on a fait, c'est de trouver le meilleur compromis entre le couple à l'arrachement, Ouais, la puissance maxi et l'autonomie. Et donc, on s'est dit, c'est un véhicule, on est sur une autonomie en WLTP, on est à 93 km. Donc, d'accord. on est sur un véhicule qui va plutôt être en milieu urbain. Et donc, on a beaucoup travaillé le 0,30, 0,50 km/h donc pour avoir un véhicule qui s'insère très bien dans la circulation. Et on ne va pas chercher la Vmax. Donc, d'ailleurs, et donc, on n'a pas cherché la puissance maximum non plus. Mmh. On n'est pas exactement, on est en dessous de la puissance maxi justement pour aussi préserver l'autonomie. Donc c'est toujours ce jeu-là entre je... En fait, le rétrofit, c'est vraiment ça, c'est que vous devez bien comprendre quel usage va être fait du véhicule. Et donc, nous, on a considéré qu'on avait des gens qui étaient plutôt sur des vitesses basses, moins de 80 km/h, mais Mmh. qui étaient là à la plage Bien sûr. d'usage du véhicule. Et donc, on a travaillé là-dessus. On n'a pas été chercher de la vitesse maximum. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a tout un travail de peaufinage, si je puis dire, de mise en, de définition, voilà, de la puissance du moteur. En plus, bon là, il y a aussi le couple qui doit passer au roue avant. Je suppose que la pluie aussi, ça joue. Faut faire attention que ça patine pas trop. Donc on voit qu'il y a beaucoup de travail quand même. On sait pas juste mettre un moteur électrique, on met la batterie derrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas trop anticipé. Non, Heu, le rétrofit, c'est très technique. ouais. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que j'ai peur d'oublier après, je suis navré, j'espère que je ne suis pas mal technique. Allez-y, allez-y. En fait, il y a en amont du projet,
Nous, on le fait sur un véhicule très simple, hein, mais Oui, on a des collègues qui sont, eux, sur du véhicule utilitaire, parce qu'il y a un gros potentiel pour les véhicules utilitaires, vous bien l'imaginez. sûr. Et il y a quand même ce sujet, il faut avoir des ingénieurs bons en architecture véhicule, parce que un constructeur automobile, il dessine une auto, et donc s'il fait un véhicule électrique, bah, de base, il va dire, bah, tiens, les batteries, je vais les mettre là, et il va optimiser son dessin pour positionner ses batteries. Nous, on a un véhicule qui existe, on doit s'adapter à une architecture existante, et on doit positionner un pack batterie en respectant une législation, puisque vous avez une logique de répartition des masses. Bien Vous devez sûr. faire passer des câblages des faisceaux de puissance, des choses comme ça. Donc l'amont du projet est hyper important, donc de bien avoir des bonnes personnes sur ce qui est des notions d'architecture véhicule. Et puis après, le deuxième sujet, c'est celui dont j'ai parlé juste avant, c'est de bien comprendre quel est l'usage. C'est-à-dire que là encore, je fais le parallèle d'un constructeur automobile. Vous voyez bien, il y a une espèce de course à l'échalote aujourd'hui chez les constructeurs sur Mm. l'automobile, parce qu'évidemment, quand vous dites que la voiture, elle fait 400, 500, 1000 km, vous embrassez un spectre client très très large, parce qu'en gros, celui qui fait 50 ou celui qui fait 200 bornes, il sait que ça va lui correspondre. Nous, le rétrofit, on sait que, par définition, aller chercher de rentrer dans le jeu de l'autonomie toujours Ça, c'est pas plus, possible. ça n'a pas de sens. Même d'un point de vue d'ailleurs écologique, qui est quand même un des enjeux de la solution, c'est pas bon parce que de mettre plus de batteries qu'il n'en faut, il faut quand même tenir compte que la fabrication des batteries, leur recyclage, il y a quand même une dimension écologique autour de ça. Et comme l'autre aspect dont on parlera peut-être plus tard, mais c'est quand même des enjeux d'économie circulaire, un des atouts du rétrofit, c'est son bilan en termes de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi et mettre plus de batteries qu'il n'en faut. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est de se dire qui vont être nos clients là-dessus. L'aventurier baroudeur, comme on en a beaucoup dans la deux chevaux, qui fait des raids sur plusieurs milliers de kilomètres, qui va à Pékin, certains font le tour du monde et tout, évidemment, ce ne sont pas nos clients aujourd'hui. Nous, on est sur des gens qui sont dans des milieux urbains, périurbains, qui utilisent la voiture, voiture plaisir, voiture le week-end, je vais faire mes courses, j'emmène mes enfants, mes petits-enfants en balade, je vais prendre un café avec les copains, voilà, vraiment dans ces usages-là. Donc je le fais de façon triviale, mais c'est un petit peu ça, il faut quand même se poser la question de quel va être l'usage du véhicule. Donc, aussi pour résumer, au niveau de la charge, je pense que ça doit être une prise T2 qui doit être à l'arrière droit. On charge chez soi avec, vous vendez, je suppose aussi de modules de charge pour charger à la maison. Euh, la capacité de la batterie, on est sur combien là exactement et combien de temps il faut pour recharger la batterie? Par exemple, On est sur, pardon, on est sur 10,7 kWh. D'accord, On a aujourd'hui, maintenant, on met des chargeurs embarqués. On a deux chargeurs embarqués, mais le plus puissant, c'est un 3 kW. d'accord, Donc on met 3h15, 3h30 pour une recharge quasi complète. complète. Donc c'est ces éléments-là. Et on est effectivement sur une prise normale. Alors au début c'était l'atout, c'est parce qu'effectivement les gens pouvaient recharger sur n'importe quelle prise chez eux et tout. Mais comme on voit quand même aujourd'hui, on a un réseau qui s'étoffe Mm, et de moins en moins on trouve des prises classiques sur les bords. On oui, a aujourd'hui un adaptateur type 2 pour que quand d'accord. même les gens, quand ils vont faire leurs courses au supermarché du coin, bah, pourront à l'avenir recharger leur voiture. Absolument. Alors je sais pas si je crois que j'ai vu ça sur internet, une fois. J'avais vu une 2 chevaux, je sais pas si c'est une des vôtres qui était allée à un superchargeur Tesla se charger, mais je pense pas que c'était, ça devait être un Non, autre, hein. c'est C'était c'est un artisan hollandais, enfin, c'est un garage hollandais qui a monté une chaîne de traction de Tesla dans une deux chevaux. ah d'accord, OK. Parce que vous savez, en Hollande, pour le coup, il n'y a pas de réglementation particulière et Ah donc donc il faut c'est un peu comme l'Angleterre. Ils présentent la voiture comme aux États-Unis, ouais, pareil, ouais, ouais. exactement. Ah d'accord, donc ça vient d'Hollande, donc j'avais pas rêvé. J'ai bien vu une 2 chevaux charger En tout cas, un on a super dû voir la même photo et je m'étais voilà. renseigné. Donc, il a effectivement mis une chaîne de traction de Tesla dans une deux chevaux. Donc on voit vraiment l'intérêt là, c'est de la charge à domicile, vous pouvez charger aussi sur les bornes publiques. Et puis je pense qu'il y a vraiment cet esprit bon enfant. Je pense que le retour des gens qui voient la voiture, ça doit être enfin, je pense, hein, ça doit être quand même très positif, quoi. Parce que déjà le capital sympathie de la 2 chevaux est énorme. Donc en plus de l'avoir en tout électrique, toute silencieux, je serais, curieux de connaître la réaction. Bon, les propriétaires, je pense qu'ils sont très contents, mais aussi des
C'est quoi le retour que vous avez, vous, au niveau de Alors, votre entreprise? c'est une très bonne question parce que on a parlé un petit peu au début, la logique pour nous d'aller vers l'électrique, elle est, alors il y a évidemment des conditions personnelles, mais comme pour beaucoup de gens, on est aussi bousculé dans nos convictions par nos enfants, hein, parce que eux, ils ont une sensibilité encore plus forte. Et ce qui nous a fait agir avec mon associé, c'est que on est passionné de voiture depuis qu'on est gamin. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'auto, donc j'ai ce rapport entre guillemets de possession ou de collection à l'automobile. Et j'ai des enfants que j'ai élevés, peut-être mal d'ailleurs, dans la passion de l'automobile. Et finalement, quand je fais le bilan, je m'aperçois qu'ils ont un rapport à l'auto qui est très très différent du mien, proche Mmh. des générations qui arrivent, qui sont plus dans l'usage, qui voit pas trop toujours l'intérêt de passer son permis, enfin bref. Et en fait, on s'est quand même posé la question de la pérennité de l'entreprise, parce que nous, on est OK. avec des clients qui peuvent parfois sembler vieillissants, et on se disait, mais si la génération d'après, comme ça s'est toujours fait, ne récupère pas le flambeau, parce que nous, on a plein de clients, c'est les enfants, petits-enfants, qui ont récupéré la voiture du père, du grand-père, de la mère, de la grand-mère. Et on se dit, mais si la passation s'arrête, C'est un problème, quel c'est sera clair. notre métier demain? Et en fait, on a pris, c'était une des raisons pour laquelle on est allé vers l'électrique. Et pour répondre à votre question, au début, les vrais passionnés, ils n'étaient pas très contents. Mmh. Parce que le bicylindre à plat, c'est quelque chose, un élément important de la voiture, c'est son âme, c'est ce qui la caractérise, notamment au niveau du bruit. Et donc, ils ne comprenaient pas qu'on fasse ça. Et donc, ce qu'on a expliqué, c'est qu'on l'a fait sur une 2 chevaux, qui est une voiture très largement répandue, et que l'idée, ce n'était pas non plus d'électrifier toutes les 2 chevaux. Bah oui. Par contre, on leur a retourné la question en disant, mais posez la question à vos enfants, petits-enfants. Et dans 80% des cas, ils revenaient un peu penauds en disant, mais effectivement, ils m'ont répondu, mais nous, on préfère qu'elles soient électriques. On a fait des exercices où on a prêté des voitures au club, qui sont là, Mmh. qui, eux, on est au cœur de la passion. C'est des gens qui consacrent de leur temps personnel pour animer des sorties, des choses comme ça. Et d'abord, une fois qu'on l'essaye, comme dans tous les véhicules électriques, il y a quand même, ils évoluent beaucoup dans leur perception. Ils disent oui, il n'y a pas le bruit, mais en même temps, c'est quand même génial, c'est très agréable. Donc, ils voient quand même tout le confort d'utilisation. Et puis après, on a fait des test drive comme ça, on a échangé. Puis en fait, il y a une dimension écologique qui est quelque part rassurante pour les clients qui veulent quand même faire un geste, faire attention à ce qu'ils font. Mais très vite, ça tourne sur des aspects de simplicité, hein, et de confort. C'est-à-dire que simplicité d'utilisation, confort d'utilisation, et puis simplicité d'entretien. Parce que en fait, la génération qui arrive, eux aussi, leur objection, c'est de dire, bah ouais, mais la voiture, bon, elle perd de l'huile, d'abord, c'est pas très propre. Je suis pas sûr de savoir la faire marcher. Moi, mettre les mains dans un moteur thermique, je sais pas ce que c'est. Et donc, je caricature encore une fois, mais c'est un peu le retour. Et donc, l'électrique rime aussi avec simplicité d'utilisation et d'entretien. Et donc, c'est ça les premiers retours qu'on a. Et même vers les accros purs et durs, quand on leur a dit qu'on allait mettre un Avas qui allait synthétiser le bruit du moteur de la voiture, ben, il y en a quand même quelques-uns qui étaient en hésitation très forte en disant quand même, c'est pas mal parce que ça offre des aspects pratiques, c'est qu'une 2 chevaux, quand vous voulez discuter avec votre passager et que vous avez le moteur qui tourne, parfois il faut élever un peu la voix, c'est plus le cas dans une électrique. Vous perdez l'aspect quand même chaleur du moteur l'été qui est renvoyé dans la Mmh. piste. Enfin, bref, il y a aussi des aspects très pratiques. Voilà, je ne dis pas que les purs et durs, les vrais de schiste passionnés sont tous 100% conquis, parce que ça serait mentir. Mais par contre, elle a trouvé sa clientèle chez la génération d'après. C'est pour ça qu'on parlait de patrimoine. C'est aussi pour moi une façon de transmettre ce patrimoine, parce que je pose toujours la question, hein, est-ce que vous préférez une 2 chevaux qui est complètement conforme à l'origine au fond d'un garage parce que les enfants ne veulent plus la rouler, ou une 2 chevaux qui est en tout point identique extérieurement au modèle d'origine, mais qui a quelque part perdu son âme et retrouvé un cœur électrique. Donc c'est un débat qu'on a régulièrement. Oui, oui, ça en plus, c'est très intéressant. Bah, on voit le parce que, ben, j'ai un véhicule électrique et on voit tout de suite là c'est vrai que généralement, quand on conduit un véhicule électrique, ce qui est très agréable, c'est à la fois le confort de roulement, enfin, il y a du silence jusqu'à un certain point quand on roule vite. Bon, après, il y a des bruits d'air, mais c'est surtout le couple instantané, mais et la douceur en même temps. Voilà, c'est-à-dire que quand on commence à goûter à ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment doser exactement l'accélérateur comme on veut, sans se soucier d'à-coups, de passer,
Voilà, il y a des non, mais il y a des vitesses sans avoir des vitesses parce que vous restez tout le temps en troisième. Mais voilà, c'est quand même une simplicité de roulage et de confort qui, quand on commence à y toucher, c'est vrai que c'est difficile quand même de revenir. Moi, je le vois quand je reprends j'adore mon vieux Renault Scénic. Il a fait son œuvre et c'est très bien. Mais alors, c'est quand même très très différent en termes de confort d'usage qu'un véhicule électrique, quoi. Écoutez, moi, je vais vous donner mon cas personnel qui est pas, je sais pas si ça vaut étude, je crois pas. Mais en tout cas, moi, mon ressenti personnel, c'est que moi, je roule toute la semaine en électrique parce que j'avais un trajet de midi de travail et j'ai 40-50 km à faire. Mhm. Donc là, il y avait là, j'ai le sentiment d'avoir, voilà, d'avoir un vrai impact sur mon environnement depuis les temps thermiques. Donc je roule en modèle 3 Tesla, qui est Ah une bah, très belle auto au quotidien, très agréable, où ils ont fait cette interface homme-machine qui est vraiment géniale. Et ça a eu un aspect déjà, c'est que je roule moins vite. Parce bien que sûr, d'ailleurs, quand j'échange avec des gens qui sont passés électriques, c'est souvent ça. Il y a moins de stress, c'est une conduite qui est très détendante, vous êtes beaucoup plus relax, vous êtes moins agressif au volant. Donc moi, je vois, je roule moins vite. Et je roule toute la semaine en électrique. Et ce que ça a changé pour moi, c'est que le week-end, je retrouve avec plaisir le fait de rouler en 2 chevaux ou en Méhari, ou des fois, par entre guillemets, souci de confort, bah, je ne les touchais pas, ces voitures, bien elles sûr, roulaient plus beaucoup. Et là, quelque part, bah, là, le week-end, quand pour quelques kilomètres, je reprends une voiture, on va dire, polluante, mais bon, mon impact est relatif, je vais avoir bien fait 15 sûr. km dans le week-end. Bah oui, bah oui, Mais je retrouve beaucoup de plaisir parce que bah, c'est évidemment très différent du modèle 3. Et voilà, moi ça m'a redonné un équilibre très sympa. C'est que la semaine, j'ai le plaisir de faire mes allers-retours, j'ai moins de stress et j'ai un roulage très confortable dans la Tesla. Et le week-end, je retrouve avec beaucoup de plaisir le tumulte d'une 2 chevaux, d'une Ferrari. Donc voilà, je pense un bon équilibre. En tout cas, pour moi, ça me convient très bien. absolument. Euh, Au niveau du coût, parce que bon, il y a quand même, on va parler Ouais. des choses qui peuvent fâcher à certains égards. Combien ça coûte de faire rétrofitter cette 2 chevaux? Alors, ça coûte 14 000 euros. En gros, vous avez 12 000 euros de kit et 2 000 euros de pause. Donc, c'est D'accord? évidemment quelque chose, c'est une opération qui est encore trop chère. Alors, on est quand même accompagné. Il y a 2 dispositifs. Il y a la prime à la conversion. Mhm. Donc, si vous êtes possesseur depuis plus d'1 an de votre voiture, vous pouvez toucher entre 5 000 et 2 500 euros. Alors, les seuils de déclenchement, vous savez, c'est lié au revenu fiscal de référence. Oui, Bon, honnêtement, les gens qui font ce type d'opération, et ils voilà, dépassent le plafond, donc ça sera 2500 exactement. euros. Oui, Donc, ça sera 2 500 euros. Et sur un véhicule qui serait acheté et rétrofité, il y a le bonus VO véhicule électrique, la 1000 euros, auquel est d'accord. éligible. Donc, c'est l'opération qui, voilà, comme tout ce qui est électrique, on a besoin, entre guillemets, de soutien. On voit bien le véhicule électrique neuf, s'il n'y a pas de bonus, ça ne se vend pas. Mm. Donc, les perspectives, effectivement, c'est d'essayer d'obtenir bah, la prime à la conversion sans effet de seuil, par exemple, hein, 5 000 euros, où là, on pourra avoir quelque chose qui soit quand même beaucoup plus abordable. Alors, je parle pour la niche qui est la mienne, hein, mais évidemment, c'est surtout valable pour les gens qui vont faire de l'utilitaire, du VP, enfin, des véhicules de masse. Hein. Je parle du rétrofit en général. C'est qu'aujourd'hui, un des freins, c'est qu'il n'y a pas encore tout le niveau d'accompagnement qu'il faut. En fait, la réponse des pouvoirs publics, elle est en demi-teinte. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une offre très importante sur le marché. Et Bien donc, sûr. voilà, la solution qui est née en plein confinement, elle a un petit peu perdu 2 années à cause de la crise sanitaire. Et donc, voilà, il faut elle revienne, comment dirais-je, complètement sur le devant de la scène, ce qui est en train de se produire d'ailleurs, parce que on voit bien que le calendrier Oui, s'accélère. Et il y a un projet de règlement européen autour du rétrofit, donc je pense que d'accord. on va vers un avenir beaucoup plus rose pour le rétrofit avec plus de soutien. Sachant que quand vous avez un soutien national, très souvent les régions accompagnent, parce que pour les régions, encore une Oui. fois, ils vont avoir des administrés, je pense notamment à l'artisan commerçant qui est en Mm. bordure d'une future ZFE, ils vont rechercher des solutions de rouler en électrique. Et bon, quelqu'un qui a un véhicule utilitaire patiemment mis au point avec des équipements un peu coûteux, plutôt que de racheter un véhicule électrique neuf, il sera peut-être intéressé à convertir son véhicule qui est en très bon état
et qui pourra continuer à exploiter sans avoir à refaire tout son aménagement. Donc j'ai vu, hein, sur le site qui est très bien fait d'ailleurs, Airfit, hem, a priori tous les véhicules de plus de 5 ans, on pourrait les rétrofitter. Ouais. Et j'ai vu aussi que la technologie de votre batterie, c'est du lithium fer phosphate, donc on Mmh. peut peut-être pas, donc c'est la batterie, on va dire, vraiment la plus robuste en termes de nombre de cycles et cetera. Au Ouais. niveau, maintenance, je pense qu'il y a quasiment rien, mais pour vous la garantie, comment ça se passe au niveau du pack batterie? On a une garantie 5 ans et puis, alors sachant que le constructeur, lui, nous donne 2000 cycles, hein. Vous imaginez 2000 cycles, Ouais, il y a de quoi faire. ça fait 200 000 kilomètres quasiment. Ouais. Heu, donc nous, on a une garantie 5 ans. En gros, on a choisi cette chimie parce que, pour des raisons de sécurité et de stabilité. Donc parce que c'est vraiment la chimie qui offre les plus grosses, les meilleures garanties, pas de risque d'emballement, des choses comme ça. D'accord. Donc, nous vraiment, on n'est pas dans la recherche de performance, on voulait quelque chose qui soit très sécurisant pour le client. Donc on a pris cette chimie-là, mais à l'époque, quand on avait fait ça, plein de gens disaient: «Ouh là là, le lithium fer phosphate, c'est un peu la chimie qui est en perte de vitesse et tout». Et puis en fait, nous, on est resté sur notre choix, pour les raisons que je vous ai citées. Et on a bien fait parce que depuis que Tesla a annoncé que les Eh oui, modèles 3 en Chine avec cette chimie-là, les gens ont réalisé que finalement, il y avait toujours des gens qui travaillaient sur cette chimie et que année après année, on avait quand même des petites améliorations. Et notamment, nous, on table là-dessus, hein, c'est de pouvoir bénéficier un jour quand même de la baisse des coûts sur ces chimies un peu plus stables. Et peut-être dans un second temps, l'arrivée en France de Gigafactory, on va peut-être avoir aussi accès à des, comment dirais-je, des prix de cellules plus bas, parce que nous, non, en fait, on assemble nos packs batteries, on achète nos cellules, on ouais, assemble nos d'accord, packs batteries en OK. interne, et donc pour essayer de réduire notre coût du kilowattheure. Hein. Mais évidemment, par rapport à un constructeur, quand je vois par exemple, on disait pour une Zoé qu'on était aux environs de 100 euros du kilowattheure, Mmh. même nous en faisant tout ça, on doit être à 350 euros du kilowattheure dans ces eaux-là. Donc on est 3 fois et demi plus cher que la batterie d'un constructeur. Donc demain, on Eh oui, arrive à ne à serait-ce 100 que, €, oui, voilà, ça change tout, quoi. oui, ça change tout, voilà. Et donc d'ailleurs, c'est souvent ça quand on rencontre les pouvoirs publics et qu'on milite pour essayer d'avoir un bonus ou une aide, c'est qu'on leur dit, mais de toute façon, ces systèmes de bonus, ils sont là pour accompagner l'industrialisation des cellules et des batteries, parce que le jour où on arrivera à réduire par 2 ou par 3 le coût des batteries, il n'y aura plus besoin de mettre de bonus pour aider à vendre les voitures. Hein. Exactement. Alors puis l'avantage, je pense que ça doit être, si c'est la même technologie que les modèles 3 de base LFP, vous pouvez les charger à 100. Oui, Ça pose pas de problème, donc en fait, vous ne posez pas la question de charger, à 80 ou exactement. 90. Et C'est ça, très c'est juste. aussi un gros avantage. Donc bon, on va dire pour l'instant, c'est quand même un marché plutôt de niche, qui est pas Oui, ouvert encore à tout le monde, vu les coûts inhérents à la production des batteries et cetera. Mais, j'ai vu en plus qu'ils vont sûrement prolonger le bonus de 6 000 € là, au-delà du 1er juillet. Bah, on peut espérer que, bah, dans le futur, il y ait des aides, en plus qui viennent pour le rétrofit. Si ça passe, on va dire peut-être plus à un mode industriel d'une certaine façon, heu, exactement. mmh, donc heu bah, écoutez, non, c'est vraiment passionnant, écoutez, parce que en plus, moi, j'ai vécu un peu vers Marseille, près de au Pays de Mirabeau. Si un jour je descends vers Cassis, je sais où m'arrêter. Vous êtes le bienvenu. Ah bah, écoutez, ça sera avec plaisir. Donc ça est en train de se développer le rétrofit. Je connais pas trop le Oui. marché, à l'heure actuelle, donc bon, En vous êtes gros, alors nous on a cette idée d'aller sur les véhicules vintage un peu emblématiques, hein, parce que donc là, on a fait la 2 chevaux berline, on a homologué le kit de la fourgonnette, on vient de terminer tous les essais de la 4L, parce qu'on va proposer ah! bientôt un kit pour Super. la 4L. Et puis, on a d'autres choses dans les tiroirs. Dans nos ateliers en ce moment, on a une Jeep Willys. On regarde un peu des véhicules. En fait, l'idée, c'est de trouver des véhicules iconiques qui ont été la Madeleine de Proust ou qui ont marqué l'adolescence ou l'enfance de nos futurs clients. Et donc, et de proposer une version électrique de ces modèles-là. Bon, l'idée, évidemment, il faut qu'il y en ait aussi sur les routes, parce que si vous voulez amortir les coûts d'homologation, et ben, évidemment, il faut être capable d'en vendre quand même quelques dizaines, quelques centaines pour amortir tout C'est ça. sûr. Et l'homologation, parce que je sais que moi, enfin, il y a longtemps de ça, c'était pas l'UTAC à l'époque, mais j'avais dû faire homologuer, enfin, certifier ma voiture en France. C'est l'UTAC? Comment ça se passe pour, Oui,
D'accord. Alors, non, l'homologation, c'est le CNRV, le Centre national de réception des véhicules. C'est eux qui délivrent l'homologation. Et D'accord. donc, en France, le centre d'essai principal, ça reste effectivement l'UTAC, qui est une entité privée par rapport au CNRV, qui, elle, représente l'État français. Donc beaucoup des essais effectivement qu'on fait sont à l'UTAC ou dans d'autres laboratoires, je D'accord. dirais, agréés, parce que maintenant il y en a quand même, il y en a d'autres. On pourrait même d'ailleurs le faire dans d'autres pays d'Europe, puisque on est sur des bases de règlements européens pour chacune Européen. de ces homologations. Donc, mais l'UTAC est un partenaire important en France. Ils ont un niveau d'équipement très large, ils ont une grande expérience, donc c'est sûr que sur ces sujets-là, ils sont incontournables. Donc, au niveau sécurité, c'est juste pour résumer que voilà, tout est, Ah oui, oui. C'est un peu lourd c'est pour les petits fabricants que nous sommes, mais par contre, pour le client, c'est très sécuritaire parce qu'effectivement, il a un véhicule qui va passer compatibilité électromagnétique, sécurité électrique, l'AR100 sur les batteries. Donc, il y a quand même. Non, non, là-dessus, pour le client en France, il est très protégé. Dans d'autres pays d'Europe qui n'ont pas les mêmes règlements, c'est un peu différent. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on pousse beaucoup pour que ce soit le règlement français qui serve de base à la réglementation européenne, parce que là, on va être remis sur un pied d'égalité, et, donc ça, c'est important pour nous. très bien. Mais écoutez, je pense qu'on a fait vraiment le tour du rétrofit, à la fois du contexte, de la réglementation, du marché. On a bien compris, enfin j'ai bien compris que bon, bah, il y a quand même encore du temps pour que ça se démocratise, on va dire, pour une majorité de personnes. Mais bon, il faudra sûrement passer à un niveau industriel plus élevé, d'un Tout à coût de fait. batterie plus bas. Mais on voit aussi, là pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment plutôt l'aspect plaisir qui est pris en Oui, compte. Et puis ça se transmet de génération en génération. Et je serais très intéressé de voir dans quelques années quel sera le coût, enfin quelle sera la valeur des véhicules de rétrofit, parce qu'il y a un marché qui va se développer petit à petit, donc ça sera intéressant à voir. En tout cas, franchement, félicitations. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait là. Reprendre un garage, le développer comme ça avec 80 personnes, et puis garder la mémoire patrimoniale bah, de la 2 chevaux, comme le musée de l'automobile le fait pour des Bugatti à certains égards. Ici à Mulhouse, je trouve que c'est vraiment super, et puis c'est vraiment la passion, quoi. Donc je pense que tous vos employés sont vraiment motivés à venir travailler le matin. C'est quand même un beau projet, quoi. c'est souvent la réflexion que les gens font quand ils visitent l'entreprise. Ils sentent que tout le monde est conscient de la chance qu'on a. On travaille dans notre passion, dans une région formidable, et on a des clients passionnés. Donc en plus, c'est pas la même relation non plus. Et on a la vitesse critère 1, comme pour les véhicules électriques. Ça se passe comment pour Zéro ça? même. 0, pardon. Oui, Oui, donc en oui, fait, oui, parce que à l'issue de l'opération, on n'en a pas parlé, mais il y a réémission d'une carte grise. Et oui, donc, vous passez, au lieu d'avoir ES, ça met EL électrique, et il y a la référence du test WLTP qui apparaît sur la carte grise. très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous Merci à propose vous, qu'on reste juste un peu 2 minutes une fois que je finis l'interview pour faire un petit résumé. Et puis, je vous souhaite bah, le meilleur. Encore toutes mes félicitations pour les 40 ans. Ben, on fera sûrement une interview. Peut-être pas pour les 50 ans, ça fait loin quand même. Mais, mais sûrement d'ici là. Merci beaucoup. Et puis à bientôt sur Merci à toute vous, bonne l'Alsace. journée. Au revoir.